Dossier 3 de cette conférence numéro 1 de pneumologie de DCEM 3. L'histoire à nouveau d'une jeune femme de 25 ans, a priori sans antécédent, c'est important de le noter. Elle vient pour une douleur basithoracique gauche intense, brutale le matin, un tabagisme à 25 cigarettes par jour, pas d'autre co-intoxication, et vous suspectez un pneumothorax gauche. Jusque-là, l'histoire paraît simple, le terrain n'est pas choquant. Hein, le pneumothorax, c'est quand même des sujets jeunes, entre 20 et 30 ans. Il faut se méfier du pneumothorax du patient de 40, 50 ans qui a fumé 20, 30 paquets années. C'est pas la même musique, on va y revenir, que le patient jeune qui fumote un petit peu depuis 1 an ou 2 et qui n'a pas d'antécédent. Alors, quels arguments cliniques vous ont fait suspecter le diagnostic? Voilà, c'est une question de cours. Attention, il faut avoir des plans de réponse. Et n'oubliez pas de penser qu'il y a un terrain qui vous y a fait penser. Alors, elle peut avoir un antécédent de pneumothorax. Je vous rappelle qu'un des mots-clés, c'est que c'est une maladie récidivante. Elle peut avoir une maladie prédisposante, maladie de Marfan, emphysème. Alors, on n'a pas le terrain, mais c'est pas exclu. Une morphologie prédisposante, donc c'est profil marfanoïde, c'est des gens qui sont grands et maigres. Une situation à risque, donc une situation à risque. La situation à risque, c'est ce qu'on appelle classiquement les efforts à glotte fermée ou les efforts avec grande variation de pression, comme le parachutisme, les soulèvements de caisses, de ports lourds, où le système est mis en pression, et les instruments à fond. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a votre plèvre, c'est un espace virtuel, et puis vous avez une hernie de poumon dans l'espace pleural. C'est ça une blebs en fait, à l'apex. Et c'est un morceau de poumon un peu surdistendu, et c'est ça qui rompt, et qui fait qu'il y a une communication et l'issue d'air dans l'espace pleural. Ensuite, pour les symptômes, c'est très livresque, c'est très court. C'est la douleur unilatérale comme elle la raconte. Souvent, une petite toux sèche. C'est pas productif, un pneumothorax. Je n'ai jamais vu un pneumothorax cracher du pu, sauf chez un muco. Mais à ce moment-là, la problématique n'est pas la même. Le thorax bouge moins quand on le regarde. C'est survenu à l'effort, parfois spontanément, mais souvent à l'effort. C'est ce qu'on disait juste au-dessus. Il n'y a plus de murmure vésiculaire, c'est le principe de la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Là, c'est un panique. Là, c'est mat quand on le percute. Donc là, c'est un panique. Là, c'est mat. Donc quand vous percutez, vous avez un tympanisme. Et puis, il y a une augmentation des vibrations vocales. C'est le principe de la grosse caisse de la guitare. Il y a un trou. C'est pour que la musique sorte. Et on entend mieux les vibrations vocales chez les patients qui ont un pneumothorax. Tout ça est une logique de physique niveau terminal, même moi j'y comprends encore quelque chose. Alors quel examen demandez-vous? Bon là c'est une question, ceux qui ne savent pas y répondre, je pense qu'il faut les éliminer d'emblée. Il faut qu'ils s'éliminent tout seuls en se pendant. Il faut faire une radiotomographie de thorax au patient, de face en urgence en inspiration. Et il ne faut bien évidemment ne jamais inspirer un cliché de thorax. Quand on a vu un cliché de poumon, quand on a vu sur le pneumothorax la face, bien évidemment, tout le monde a vu ça dans tous les meilleurs ouvrages et surtout dans le KB, ce pneumothorax dit compressif, donc c'est le principe de la tamponnade gazeuse. Vous avez un système, alors je vais essayer de vous dessiner le poumon gauche, où l'air rentre dans l'espace pleural, mais n'en ressort pas. Il y a un phénomène de clapet, et donc vous gonflez ici, petit à petit, un espace qui va venir comprimer le médiastin, refouler le cœur, et vous voyez bien que c'est la veine cave qui va être lapidée, et donc on va diminuer la précharge. Vous allez diminuer votre précharge, et vous allez mourir d'arrêt cardiaque par désamorçage de pompe. C'est le principe de la tamponnade gazeuse. Un patient qui arrive avec un pneumothorax comme ça en détresse respiratoire, et souvent en détresse hémodynamique, il y a souvent des jugulaires et une petite tension quand on a ça. C'est une vraie indication à venir mettre une aiguille ici, là, au deuxième espace intercostal, pour lever la pression et non pas drainer le pneumothorax, mais éviter le désamorçage de la pompe. Cette petite parenthèse étant finie. Sur quels critères jugez-vous du caractère idiopathique du pneumothorax? C'est un petit peu ce que je vous disais dans l'analyse sémiologique du texte, qui est certes un peu simple, parce qu'on est en D3, mais qui est quand même intéressante. Un pneumothorax, c'est idiopathique quand c'est une histoire typique, si on résume. C'est chez quelqu'un qui n'a pas de maladie, pas quelqu'un qui vous dit, ouais, je suis dyspnéique depuis 2 ans, j'ai 30 ans, j'ai fumé 15 paquets années, chez qui on pourrait suspecter un emphysème panlobulaire, par exemple. C'est quelqu'un qui n'a pas de symptômes avant, qui a le terrain favorable, ça veut dire la morphologie, éventuellement le facteur déclenchant typique, l'effort
rapport à glotte fermée. Et puis surtout, quand vous avez drainé votre pneumothorax et que vous avez réexpandu votre poumon, hein, et ben votre poumon, il est normal. Il n'y a pas une grosse caverne, il n'y a pas un syndrome interstitiel bizarre, il n'y a pas un énorme foyer de DDB dans un lobe sup. C'est une radio de poumon normale. Normale. Ça, c'est une question intéressante, je trouve. Ben voilà la radio de notre patiente, il faut l'interpréter. Bon, on verra après le corriger, mais je vais prendre un peu de recul pour y voir quelque chose. Ben voilà, on voit bien qu'il y a une différence nette de trame entre ici et ici. Hein, et vous avez votre poumon qui est là. Et votre pneumothorax complet, parce qu'il intéresse toute la surface pleurale. C'est pas un pneumothorax partiel qui serait décollé qu'ici, hein, c'est la différence. Et donc vous avez un pneumothorax. Moi je dirais qu'il y a une hyper clarté. Gauche. Toujours le côté, c'est côté, ne l'oubliez jamais. Sans déviation des structures médiastinales. Je dirais aussi que le parenchyme contralatéral est normal. Et qu'il n'y a il n'y a aucune anomalie pleurale à droite. Je dirais qu'il n'y a pas de bride. Pas de niveau hydroaérique. Et je conclurai un pneumothorax complet gauche. Conclusion, pneumothorax complet gauche. Voilà un peu la description sémiologique de l'affaire. Et donc, qu'est-ce qu'on avait mis? Hyper clarté, j'y suis arrivé. De l'hémithorax gauche, c'est bon. Disparition de la trame vasculaire, vous voyez, comme quoi j'arrive même pas à prendre tous les points de ma correction. Mais l'essentiel, c'est de prendre 80% des points. Opacité d'huile homogène, ça je vous l'avais dit. Pneumothorax complet gauche, absence. D'abord les signes positifs, toujours les signes positifs. Et a priori, ils vous rapporteront plus de points. 4, 6, 8, 14. Hein, contre 2, 4, 6, 8, il n'y a pas photo. Et après les signes négatifs. Et donc les signes négatifs ici, pas de déviation des structures. Mais absence, je ne comprenais pas. Absence de déviation. Absence de niveau hydroaérique, absence de pneumothorax contralatéral, absence d'anomalie parenchymateuse. Tout ça, c'est pour vous rappeler qu'il y a 5 signes. Ah, ça marche pas. Ça marche bien quand je suis sur un vrai tableau Velleda, mais je peux pas vous le faire. Il y a 5 signes de gravité dans un pneumothorax, comme les 5 doigts de votre main. Je vais essayer de vous le faire à distance. Bon, je ferai une fausse main. D'habitude, j'aime bien faire la mienne. Il y a donc 5 signes de gravité. Le pneumothorax bilatéral, le pneumothorax pathologique, le pneumothorax dévié, le pneumothorax avec un niveau hydroaérique et le pneumothorax, on a dit bilatéral, niveau hydroaérique, poumon pathologique, bride, déviation des structures médiastinales. C'est un petit peu ce qu'on essaye de voir là. En vous décrivant la radio, je vous glisse une deuxième question qui est la question signe de gravité d'un pneumothorax à la radio de thorax. C'est quelque chose que vous devez bien connaître. On enchaîne sur la question d'après. Alors ça, si possible, on va essayer de se la faire avec l'énoncé. Quel traitement proposez-vous? Le voilà, ça bug un peu en cuisine. Et ben le traitement d'un pneumothorax complet, c'est pas compliqué. C'est un drainage. C'est pas un drainage thoracique, c'est un drainage pleural. Le drain, il est dans l'espace pleural. Il passe à travers la paroi, il vient se mettre dans la plèvre. Hein? Faut espérer. Donc, c'est un drainage pleural. Et c'est un drainage pleural d'un côté gauche. Le côté, c'est côté, ne l'oubliez pas. Ça se fait sous anesthésie locale. Le drain est d'abord mis au bocal. On regarde s'il bulle. Et puis une fois qu'on a la radiographie de contrôle, là encore, hein, quand on met un tube dans la trachée d'un patient, quand on met un drain dans son thorax au concours, on fait toujours une radio de thorax. Il y a quelques points à grappiller là-dessus. Et donc, il faut faire un radio de thorax à ce patient. Alors, je vous l'ai mis. Vous voyez bien, par rapport à tout à l'heure, que vous avez le drain qui rentre peut-être un petit peu bas sur ce qui doit être. On va essayer de compter si on voit premier espace, deuxième espace, troisième espace. Je pense qu'il passe au quatrième espace intercostal, ce drain. Et donc votre drain, je vous le mets là, qui remonte ici, avec un poumon qui est complètement réexpandu, puisque vous ne voyez plus d'air, et vous avez une trame parenchymateuse et vasculaire qui vient jusqu'en haut. Voilà. Quelles conditions sont nécessaires à l'arrêt de ce traitement, donc à l'arrêt du drainage? Et ben pour dédrainer un patient, c'est logique, il faut que le poumon soit à la paroi sur la radiographie de thorax, donc ça c'est ok, on l'a vu. Il faut qu'il n'y ait pas de bullage, ça veut dire que la petite blebs que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire la rupture de la plèvre avec la hernie d'air ici, se soit symphysée, c'est-à-dire qu'elle se soit bouchée naturellement. Et ça, le fait de mettre un drain et de recoller les deux feuillets, ça crée une inflammation et une petite symphyse locale.
D'accord? Donc il ne faut plus que ça bulle. Et puis une fois qu'on a clampé ou qu'on a arrêté de sucer dans le drain, de mettre une dépression ici, et ben faut pas que le pneumothorax se redécolle tout de suite. Hein. Sinon ça veut dire que c'est l'aspiration qui le maintient et que la symphyse ici n'a pas été satisfaisante. Donc voilà, donc, 1, le poumon est à la paroi, 2, ça bulle plus, 3, on a laissé le drain au bocal où on a clampé le drain, sachant que clamper le drain c'est dangereux, puisqu'on fixe, on ferme le système, on a clampé le drain. Et à ce moment-là, on peut retirer le drain. Quel est le risque de récidive? Donc là, c'est pour insister sur attention, le pneumothorax est une maladie récidivante, bordel de merde. Et vous devez savoir qu'en gros, un tiers des patients vont récidiver dans la première année. Entre un cinquième et un tiers, ça va dépendre des séries. Et qu'à 2 ans, pas loin de 40 à 45% des patients récidiveront. Après, ça diminue dans le temps. Et donc, vous voyez bien que ça évite, on va dire, à 55, voire à 60% des patients d'être opérés. Donc, ce qui est important dans cette notion de récidive, c'est que le premier épisode ne s'opère pas mais se draine et que, bien évidemment, quand les gens vont récidiver, à ce moment-là, c'est une réelle indication de symphyse chirurgicale. Et donc, le mot récidive, ça vous permet de retenir les indications. C'est la récidive à distance. C'est la récidive immédiate, ça veut dire quand on n'arrive pas à retirer le drain au-delà de 8 jours, ou que le drain bulle comme un malade, ou c'est bien évidemment la récidive, quel que soit le délai, controlatéral. C'est une indication formelle de symphyse chirurgicale qui se fait par abrasion pleurale. Le chirurgien va se mettre dans l'espace pleural avec un thoracoscope, hein, c'est-à-dire une celluliochirurgie, et puis il va frotter la plèvre, hein, avec des éponges, et quand il aura flotté la plaie avec des éponges bétadinées, et ben quand il va remettre le pneumothorax dans l'aspiration, ça va créer une inflammation qui naturellement va coller la plèvre. L'autre solution, c'est de talquer, c'est d'injecter du talc qui chimiquement va faire la même chose, mais la tendance aujourd'hui, c'est plutôt à faire de l'abrasion pleurale, à frotter la plèvre, la faire saigner et créer une réaction inflammatoire plutôt naturelle. Je crois que c'est la dernière question de ce dossier, donc c'est un petit dossier pneumothorax, mais globalement on ne peut pas vous demander grand chose d'autre. Donc il faut connaître, je décris la radiothorax et ses 5 signes de gravité comme on l'a vu tout à l'heure. Les conditions d'abstention et de surveillance, c'est ce que je vous glissais, hein, un pneumothorax partiel, alors c'est les recommandations de la BTS, je crois que c'est moins de 2 cm ici, moins d'1 cm là, globalement un pneumothorax qui est partiel, on peut s'abstenir et surveiller, hein. Ensuite, le drainage, c'est dès que c'est complet. Je vous ai toujours dit attention aux côtés, ses côtés. Et puis quand il y a un drainage, il y a toujours des antalgiques. C'est une maladie qui va récidiver et donc qui impose un arrêt de travail, hein, quel que soit à peu près le travail. C'est une vraie maladie où il faut se reposer. Il n'y a pas de délai majeur. Et puis pour prévenir les récidives, il faut sevrer le tabagisme. Et c'est pour vous dire, faites attention. S'il y a du tabac dans la pneumothorax, c'est typiquement le dossier où on va embrigader ou partir sur un problème de respiration, l'item traité, l'item 276, pneumothorax.